Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Jérémy Assous, l'avocat, et Gérard Miller, vu et vécu en mai 68 par vous, Gérard Miller. C'est tous les soirs à partir de ce soir à 20h45 sur la chaîne Toute l'Histoire. 7 minutes quotidiennes. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de choisir un certain nombre de gens qui ont vécu mai 68 de l'intérieur, aussi bien un ouvrier qu'un policier, mais aussi des personnalités comme Édouard Balladur, Drucker ou Julien Clerc, et de leur demander, comme Hugo l'avait fait pour lui dans Chose Vue, qu'est-ce qu'elles ont vécu, ces personnes-là ? Comment ça s'est passé ? On s'aperçoit que c'est pas du tout ce que l'histoire raconte. L'histoire retient souvent les manifestations, les barricades. Évidemment, c'est présent dans ces 7 minutes, mais vous avez tous les à côté de la vie de chacun. Où est-ce que vous dormiez en mai 68 ? Est-ce que vous avez aimé plus que d'à l'ordinaire ? Comment est-ce que vous avez éventuellement eu peur ou pas ? Toutes ces personnalités et tous ces anonymes aussi, c'est ça qui m'intéressait, de mélanger personnalité et anonyme. Ou est-ce que vous avez une émission, sinon sur Toute l'Histoire, entre Édouard Balladur et un ouvrier de Renault, par exemple ? C'était de montrer qu'on peut parler de mai 68 d'une façon incroyablement personnelle, humaine. Il y a les à côté, il y a aussi la stratégie. C'est très intéressant d'entendre Édouard Balladur raconter comment ils ont dealé, pardon pour le terme, les accords de Grenelle avec les syndicats pour un peu couper l'herbe sous le pied à la contestation étudiante. Ah, c'est formidable. Édouard Balladur vous raconte l'alliance entre le Parti communiste, qui était la puissante force de gauche à l'époque, et le pouvoir. À quel point tous les deux avaient le même intérêt, et il raconte ça effectivement au quotidien. Et il raconte ça avec une certaine gourmandise balladurienne. Et petit risque, comment avez-vous fait pour ne pas échapper au piège du souvenir reconstitué ? C'est-à-dire que les gens racontent mai 68 tel qu'on l'a lu, qu'ils l'ont relu et dont on leur en a parlé. Ça, c'est impossible d'y échapper, mais ça n'est pas grave. Lévi-Strauss disait que lorsqu'il y a un mythe et que vous en parlez, tout ce que vous racontez sur le mythe appartient au mythe. C'est la même chose pour les rêves. Lorsque vous racontez un rêve à un psychanalyste et vous dites « je sais plus bien si j'ai rêvé de ça ou pas », du moment que vous le racontez, ça fait partie du rêve. Mai 68, c'est ça qui est formidable. C'est que c'est une histoire vraie et en même temps, c'est une histoire racontée. Plus vous parlez de mai 68, plus vous faites vivre mai 68. Et ce que je voudrais dire, notamment après les violences d'hier, c'est que même en mai 68, si j'ose dire, la violence était très secondaire. La violence, c'était éventuellement le soir, c'était d'abord pas toutes les manifs et toute la journée, mais c'était la folle gaieté. C'était des gens qui parlaient, qui parfois s'engueulaient, mais jamais ne se frappaient. Donc c'est ça que j'ai voulu aussi montrer dans cette émission. Et il y a Romain Goupil qui dresse un portrait très laudateur du préfet Grimaud. Et il dit grâce à lui, il n'y a pas eu de mort. Alors qu'à l'époque, c'était un peu le mal en personne. On est une émission média ici. Michel Drucker raconte à votre micro ses débuts à la télé. Je m'adresse aux plus jeunes. Il a 25 ans en 68. Il présente le sport à une émission jeunesse. Et c'est lui qui est chargé d'accueillir le ministre de l'Information Alain Peyrefitte, car il venait tous les jeudis faire le compte-rendu du Conseil des ministres. On écoute Michel Drucker. M. Peyrefitte, qui est notre rédacteur en chef, qui est la boîte de Gaulle, qui vient régulièrement rendre compte du Conseil des ministres qui a lieu le jeudi. C'est moi qui accueille M. Peyrefitte et je vais le chercher et je lui pose régulièrement la question « Monsieur le ministre, quelle durée ferez-vous » Il a dit « Jeune homme, vous verrez bien ». Et là, en fonction de ce qu'il faisait, de la durée de son discours, on supprimait les sujets les uns après les autres. Et le souvenir que j'ai de cette période-là, avant que tout explose, c'est qu'il y avait un représentant de M. Peyrefitte qui venait à 16h30 visionner les sujets du 20h. Ça paraît surréaliste aujourd'hui. Bon. Et donc, voilà, le journal télévisé avait pour rédacteur en chef le ministre de l'Information de Gaulle. On voit par là que le parallèle mai 68, mai 2018 que certains veulent faire n'est pas opérant. Les chaînes publiques sont libres de parole maintenant. Heureusement que mai 68 a eu lieu pour nous débarrasser de toute une série de choses équivalentes à celle-là. C'est vrai qu'il a raison, Drucker, de dire que c'est surréaliste. Est-ce que vous imaginez un ministre en train de faire les titres du journal de 20h tous les jours ? Et alors, vous n'êtes pas psychanalyste pour rien, parce que vous avez aussi obtenu de vos interlocuteurs des choses personnelles. Le jeune Drucker suit le mouvement. Il est allé faire des meetings en province avec plein d'autres, expliquer la grève de l'ORTF à des gens qui ne comprenaient pas. Et au final, Couve de Murville, autre ministre, a fait la liste d'une 50aine de journalistes virés. Parmi les virés, des stars de l'époque, Léon Zitrone, Roger Coudert, Robert Chapat et Michel Drucker. J'ai vu Zitrone, malheureuse. Zitrone, Coudert, Chapat et les autres, leur première petite mort, c'était celle-là. Et quand ils sont revenus très très amochés. Et j'ai suivi ce que c'était que la face B. J'ai vu à quel point tout ça s'évanouissait très vite et que tout ça c'était une nappe de brouillard. Et quand la nappe de brouillard se dissipe, les stars sont remplacées par d'autres stars. Ça m'a été très utile.
D'où la carrière à la Drucker. Oui, mais c'est intéressant dans cette série, justement, sur toute l'histoire. C'est intéressant de voir que beaucoup de gens, Macha Merrill, parce que je n'ai pas cité tous les noms, Goupil, vous l'avez cité, Henri Weber ou d'autres, que tous ont eu le sentiment de faire leur classe en mai 68. Il faut imaginer que c'est la plus grande grève de l'histoire du monde. Donc, y compris les plus célèbres des animateurs ont fait grève et ont appris beaucoup de choses comme Drucker. Et je trouve que c'est formidable, effectivement, de savoir que le Drucker d'aujourd'hui est un enfant de mai 68. C'est là que vous avez appris à parler, Gérard Miller ? C'est là où j'ai beaucoup parlé, en effet, dans les réunions publiques. Je vais vous dire le sens de ma question. On ne vous voit pas à l'image, vous posez seulement les questions. En revanche, vous faites les intertitres. Et ce qui frappe, c'est le son de votre voix, ou plutôt, comme disait Proust, la petite musique. Une télévision gouvernementale. Au cœur de la tourmente. L'entrée dans la danse des lycéens. Grévistes à l'ORTF. Johnny & Co. Après les événements, la sanction. Paris solidaire. D'où vient ce ton ? C'est travaillé ou c'est spontané ? Non, c'est pas travaillé. Ça, il faut préciser pour les auditeurs que il y a des intertitres dans toutes les émissions de cette série, et je fais effectivement, je sais pas, on a trouvé cette idée de mise en scène que je dise en plus le texte qu'on est en train de voir, au cas où il y ait des gens qui entendent mal. Non, on me parle souvent de ma voix, elle est pas travaillée, elle est un peu perchée, je sais. Beaucoup, du coup, on pensait pendant très longtemps, ce qui était tout à fait amusant, que j'étais homosexuel, ce qui n'est pas le cas. J'aurais été évidemment pour le dire si c'était le cas. Donc c'est une voix qui vient de loin, et sans doute des meetings, sans doute des manifestations où j'ai beaucoup crié. Je me tourne vers vous-même, co-directeur du média, vous avez plusieurs casquettes à propos d'émeutes étudiantes polémiques. Quand la police a évacué il y a quelques jours la fac de Tolbiac, plusieurs témoins ont invoqué le cas d'une personne grièvement blessée en essayant de fuir la police, qui a fini dans le coma. Le témoignage d'une étudiante s'est répandu sur les réseaux sociaux. La jeune femme, Leïla, a expliqué devant la caméra du média avoir vu, je la cite, un gars devant les grilles avec la tête complètement explosée, une flaque de sang énorme. Le lendemain matin, mardi, la jeune femme a avoué à Libé qu'elle n'avait pas vu la scène, qu'elle ne faisait que la rapporter, sauf que le média a présenté les faits comme étant avérés. Et vous, Gérard Miller, vous avez pris la défense du média et du témoignage de cette jeune femme. On vous écoute. Évidemment, il n'y a pas eu un blessé grave, un blessé dans le coma après l'intervention brutale de la police à Tolbiac. Il faut le dire, le redire et même s'en réjouir. Évidemment, lorsqu'on prend le risque de recueillir des témoignages de gens qui ont vécu un événement traumatisant, on prend le risque d'avoir des témoignages qui peuvent se révéler inexacts, imprécis. Donc si on vous suit, un média, quel qu'il soit, doit prendre le risque de diffuser des faux témoignages. Non, vous voyez, vous êtes injuste avec moi. D'abord parce que dès le lendemain, lorsqu'on a vu effectivement qu'il n'y avait personne dans les hôpitaux qui répondait aux blessés graves, dès le lendemain, j'ai tweeté « L'information est inexacte » et je m'en réjouis. On est d'accord. J'ai même passé cet extrait. Voilà, donc je l'ai fait aussi vite que j'ai pu. Ensuite, le média a mis du conditionnel, a mis des guillemets, et donc à aucun moment il a dit c'est une certitude, sauf dans un article qui a été publié, qui a été tout de suite retiré effectivement dans l'après-midi sur notre fil d'info. Cela dit, le vrai débat, c'est qu'il y a un vrai scandale qui était l'intervention policière. Donc les étudiants ont dit des choses justes sur la violence, alors que la préfecture disait tout a été calme. Ma question, et l'information était fausse. L'information était fausse de l'étudiant blessé. Maintenant, c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes sur le terrain, où vous avez envie de faire parler les gens qui vivent l'événement, c'est vrai que c'est un risque. Mais mais après il faut vérifier. Non, je vais vous dire une phrase qui m'a étonné de vous. Vous avez raison. Après, vous avez dit au journal Le Monde, Le Monde, ne pas vous laisser impressionner par les cris d'orfraie des défenseurs de l'exactitude. Alors ça c'est là aussi c'est une méchanceté, parce que je me suis amusé justement à mettre entre guillemets exactitude, comme s'il y avait les gens qui ne disaient que des choses vraies. Vous aviez parfois des informations. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'affaire du RERD, il y a eu effectivement une jeune fille attaquée, disait-elle, parce qu'elle était juive ou parce qu'elle portait une étoile de David. Et ça s'est révélé faux. On ne va pas reprocher aux médias dans les premiers temps de redire ce que le témoin a dit. Ce qui est très important, c'est de vérifier et de confirmer. Dès qu'on a su que l'information était fausse, immédiatement on l'a dite. Mais ne nous reprochez pas de tendre parfois le micro à des gens qui vivent des événements traumatisants. C'est un risque. Europe 1.